c'est que déjà entre les deux... Ça, normalement, légalement, vous n'avez pas le droit de lui accorder si c'est ces raisons-là. C'est ça les dérives. Et oui, c'est illégal de faire ça. C'est le principe de cette rupture conventionnelle. Une fois la rupture signée, le salarié perçoit une indemnité de la part de son ancien employeur. Contrairement à une démission, dans ce cas-là, il peut aussi bénéficier des allocations chômage. Attendez, vous vous souvenez pourquoi est-ce qu'on avait aussi introduit ces ruptures conventionnelles? C'est parce que certains patrons disaient oui, mais si j'embauche vraiment en CDI, vous voyez ce qui se passe derrière, il y a des conflits, etc. Donc il faut une sortie plus facile et plus efficace. C'est ce qu'on a fait avec les ruptures conventionnelles. Exactement. Si vous êtes cadre, manager ou salarié en CDI et que vous envisagez une rupture conventionnelle en 2026, ou vous pensez encore avoir le temps pour négocier votre départ, alors cette vidéo est pour vous. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ, certifié Harvard et je suis fondateur de rupturepro.com. Depuis 5 ans, j'accompagne des cadres et des dirigeants dans des négociations sensibles, là où se joue à la fois leur sécurité financière, leurs droits et surtout leur liberté professionnelle. Parce qu'après toutes ces années de bons et loyaux services, 10, 15, 30 ans, 40 ans, méritez-vous vraiment de partir sans rien? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se cache réellement derrière la fameuse taxation à 40% de la rupture conventionnelle entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Je vais aussi vous montrer ce qui est en train de se jouer dans les négociations entre le patronat et les syndicats autour de l'assurance chômage et surtout pourquoi ces discussions pourraient changer profondément les règles du jeu pour les salariés qui veulent négocier leur départ. Et on commence tout de suite par un point essentiel. La taxation à 40% n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, ce sont les prochaines règles du jeu. Et la fenêtre de négociation est en train de se refermer sans que la majorité des salariés ne se rendent compte. Alors première chose, avec cette contribution à 40%, mettons les choses au clair. Ce qu'on appelle à tort une taxe est en réalité une contribution patronale spécifique. Donc ce n'est pas vous, le salarié, qui va la payer, c'est votre employeur. Et depuis le 1er janvier 2026, cette contribution a subi une augmentation significative passant à 40%. Avant cela, le système était différent. Pendant longtemps, l'employeur payait un forfait social de 20% seulement. Puis en 2023, une réforme avait déjà relevé ce taux à 30% et puis aujourd'hui, il est passé à 40%. Alors que, dites-vous bien, au début en 2008, quand la rupture conventionnelle a commencé, il était à 2%. Vous imaginez? Rien. Donc l'équation financière change donc complètement pour l'entreprise. Si on prend l'exemple simple, si votre indemnité de départ est de 18 000 euros, donc avant l'employeur payait 5 400 euros et aujourd'hui il paye 7 220, donc 1 800 euros de plus. Alors vous imaginez si c'est à 50, si c'est à 100 000 euros, voilà. Ce surcoût a une conséquence directe. Il rend indéniablement la rupture conventionnelle moins attractive pour votre employeur. Avant, c'était souvent une solution pratique pour gérer un départ sans conflit. Et bien demain, ce sera une décision beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus stratégique. Vous imaginez? En l'espace de 3-4 ans, on est passé de 20 à 40%. Donc on a doublé. Donc l'objectif affiché du gouvernement est clair, c'est de freiner l'utilisation du dispositif. Bien sûr, certains juristes craignent que cette mesure produise un autre effet, celui que les entreprises refusent simplement les ruptures conventionnelles. Et forcément, que les conflits se terminent au prud'homme. Donc on va arriver sur un retour en arrière, en quelque sorte, le retour avant 2008. Alors deuxièmement, c'est le discours médiatique versus la réalité. Vous voyez bien que cette hausse de contribution n'est pas une mesure isolée. Elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, les négociations sur l'assurance chômage ouvertes déjà depuis début 2026. L'objectif du gouvernement est simple, faire plusieurs centaines de millions d'euros d'économies par an. Et il y a 2 dispositifs qui sont particulièrement visés, c'est 1 les contrats courts et 2 les ruptures conventionnelles. Parce que depuis plusieurs années, les chiffres impressionnent. Ça monte. On nous parle, on nous bassine de 500 000 ruptures conventionnelles qui ont été signées chaque année en France, là, sur au moins les dernières années. Et là, on entend souvent le même discours. Vous l'avez peut-être déjà lu dans la presse. On nous explique que les ruptures conventionnelles explosent, qu'elles seraient dans 75% du cas des démissions déguisées et que c'est aujourd'hui l'un des modes de fin de CDI les plus fréquents. Emmanuel, le patronat et les syndicats ont enfin trouvé un accord. Ça fait des mois qu'on en parle de cette histoire de rupture conventionnelle. Ça y est, ça va se durcir, ça va plus être aussi évident. Effectivement, alors c'est un peu, il faut le reconnaître, le couteau sous la gorge qu'une majorité de syndicats ont accepté de réduire l'indemnisation par l'assurance chômage des salariés qui bénéficient d'une rupture conventionnelle. Il faut dire qu'ils n'avaient pas trop le choix, les syndicats, puisque sans cet accord, c'est l'État, le gouvernement qui menaçait de reprendre la main finalement sur l'assurance chômage. Et donc, finalement, on est parti de ce constat de départ partagé par tous les syndicats patronaux et syndicats de salariés. C'est que effectivement, ce mode de séparation entre un salarié et son entreprise a explosé et son coût avec, plus de 9,4 milliards d'euros, c'est un quart de l'ensemble des dépenses de l'assurance chômage, à qui finalement on a demandé à cette assurance chômage de financer
des démissions déguisées ou des licenciements économiques. Et oui, il y a bien des abus, puisque ceux qui signent une rupture conventionnelle sont globalement plus jeunes, plus qualifiés, et donc susceptibles de retrouver plus rapidement un emploi que les autres chômeurs. Or, ils sont pourtant en moyenne plus longtemps indemnisés et surtout plus que les autres, 53 € d'allocation brute par jour contre 39, donc ça valait bien une concession des syndicats. Donc là on parle d'une concession des syndicats, mais une concession avec le couteau sous la gorge. Donc c'est là où on voit très bien que l'État met une pression sur les syndicats pour aller taper sur la rupture conventionnelle au motif qu'il y a des abus. Mais des abus de qui? C'est toujours pareil, qui est à l'origine, qui en bénéficie, et puis là on voit bien qu'il y a quand même un gros coup de pression qui est mis. Ça va se durcir. À quoi faut-il s'attendre? Alors, la grande nouveauté, en fait, c'est que ces salariés qui bénéficient de la rupture conventionnelle ne seraient plus logés à la même enseigne que les autres chômeurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Leur durée d'indemnisation maximale passera de 18 mois à 15 mois pour les personnes de moins de 55 ans et à 20 mois et demi pour ceux qui ont plus de 55 ans, contre 22,5 à 27 mois aujourd'hui. Pour accélérer le retour à l'emploi, il y aura quand même un accompagnement personnalisé et intensif. Rappelez-vous, le patronat avait suggéré initialement de baisser aussi le seuil de revenu à partir duquel on faisait une dégressivité des allocations, mais ça a été abandonné. Donc c'est vraiment un accord à minima qui va permettre quand même de faire des économies, d'atteindre l'objectif du gouvernement en termes d'économie. C'était 400 millions. Là encore, c'était pas un objectif très ambitieux. Je vous rappelle que François Bayrou, au départ, il voulait économiser 4 milliards sur l'assurance chômage. Donc François Bayrou voulait économiser 4 milliards. Là, on parle de 400 millions. Bon, voilà, ça c'est des grands chiffres. Ça permet aussi de lancer finalement des chiffres en l'air pour affoler ou alors pour montrer qu'il faut taper du poing sur la table. Et d'ailleurs, il tape du poing sur la table parce que si on passe de 18 à 15 mois, il faut donc tous ceux qui ont moins de 55 ans, et ceux qui sont au-dessus, il passera à 20 mois et demi au lieu des 27 mois. Donc voilà, c'est taper aussi dans les indemnités auxquelles finalement chaque salarié aura cotisé. Ce qui est important, c'est de remettre les choses en perspective. Il y a encore quelques années, 4-5 ans, on pouvait non pas avoir 18 mois d'allocation chômage, mais on avait 24 mois quand on avait moins de 55 ans. Donc on passe déjà de 24 à 18 et maintenant on va passer encore, on rogne à 15 mois. Donc le gouvernement est en train de serrer la vis. On vous avait prévenu, les médias vous avez prévenu, on vous prévient, on le sait. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin d'aller chercher de l'argent là où il y en a, ou du moins de faire des économies. Donc ce qui est important, c'est de bien montrer que ce tour de vis, après avoir augmenté le forfait social à 40%, c'est-à-dire avoir mis des taxes supplémentaires sur la rupture conventionnelle, donc ce que va payer l'employeur à l'employé, l'employeur passe à la caisse, et maintenant, on tape de l'autre côté au niveau du système des aides de retour à l'emploi. Donc, on serre la vis de tous les côtés. Une négociation musclée entre partenaires sociaux et finalement un accord, les ruptures conventionnelles seront durcies. Rompre son CDI à l'amiable avec son employeur, c'était le choix d'Alexandrie Martin fin 2024 pour déménager loin de chez elle. Une proposition de sa responsable des ressources humaines. Elle m'a dit « tu ne peux pas démissionner ». C'était quelque chose de respectueux de sa part. Elle m'a parlé de rupture conventionnelle. Donc on s'est donné une petite semaine, elle et moi, pour que je me renseigne sur la rupture conventionnelle. Contrairement à une démission, la rupture conventionnelle permet de partir avec une indemnité et de toucher des allocations chômage. 1 300 € par mois, 70% de son ancien salaire. Avec une fille à charge, vivre sans indemnité aurait été difficile. Pendant cette année de chômage, donc j'avais mes indemnités, mais j'étais en 35 heures sur une formation qualifiante. Donc je ne me suis pas sentie inactive. Alors vous voyez, là ce qui est intéressant, deux choses l'une. La première, c'est qu'elle a fait une erreur, c'est-à-dire qu'elle a dévoilé son jeu en disant « j'aimerais partir ». Bon, tant mieux, c'est très rare. C'est la deuxième chose, c'est qu'elle est tombée sur une personne des ressources humaines qui lui dit « non mais c'est pas possible, tu ne peux pas démissionner, tu te mets une balle dans le pied ». Après, en soi, la RH va me dire « en fait, si t'es pas contente, effectivement, tu t'en vas. Hein ». Alors, ce qui est important, c'est de voir qu'elle le précise, elle a fait une formation en parallèle. J'ai pas entendu le présentateur nous dire que cette personne était partie avec sa fille aux Bahamas pendant qu'elle touchait les ARE. En septembre, elle a retrouvé un emploi. 515 000 ruptures conventionnelles ont été signées en 2024, plus de 9 milliards d'euros de dépenses en allocation chômage. Beaucoup trop aux yeux du gouvernement, qui avait demandé aux partenaires sociaux de chercher des économies. L'accord trouvé ce soir prévoit de baisser la durée d'indemnisation. Pour les moins de 55 ans, elle passerait de 18 à 15 mois, et pour les plus de 57 ans, de 27 à 20,5 mois. Une exception sera faite aux seniors qui bénéficient d'un accompagnement renforcé. Ce compromis avec le patronat était pourtant difficile à digérer pour la CGT cet après-midi. On a un patronat qui est déterminé à obtenir des économies considérables sur le dos des personnes qui ont eu des ruptures conventionnelles. Cet accord impacterait 95 000 allocataires cette année. Une fois signé, il passera devant le Parlement, qui aura le dernier mot.
Ouais, d'un autre côté, vous êtes là pourquoi? Est-ce que vous défendez vraiment les intérêts des salariés? Vous défendez vos intérêts? Vous défendez les intérêts du patronat? Vous en êtes où? Après, vous allez me dire, oui, on vous met le côté sous la gorge. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une négociation, dans tous les cas, il y a un rapport de force qui doit être établi pour trouver des solutions. Quelles ont été les propositions que vous avez faites? Et surtout, ont-elles été entendues? Pourquoi ont-elles été déboutées? Et pourquoi avez-vous lâché? Sur quoi avez-vous lâché pour, en contrepartie, bénéficier de quelque chose? Parce qu'on dit toujours en négociation qu'il n'y a pas de concession sans contrepartie. Donc, qu'est-ce que vous avez gagné? N'était pas gagné, mais patronat et syndicats ont réussi à trouver un accord sur les ruptures conventionnelles. Une partie des syndicats, puisque la CGT et la CFE-CGC n'ont pas signé l'accord. Tous ont jusqu'au 23 mars prochain pour tomber d'accord, mais pour le moment, on se dirige bien vers un durcissement des règles d'indemnisation, Inès Zegloul. Aujourd'hui logés à la même enseigne que les autres chômeurs, les demandeurs d'emploi de moins de 55 ans issus de ruptures conventionnelles pourraient demain toucher leur chômage pendant 15 mois au lieu de 18. Pour les plus de 55 ans, ce serait 20 mois et demi maximum de leur côté. Ils perdraient donc 2 à 7 mois d'indemnisation. L'objectif, disent les signataires, un retour plus rapide vers l'emploi. Et pour cela, ils prévoient un accompagnement personnalisé, renforcé, dans le cadre duquel une dérogation est prévue pour les seniors qui pourront demander une prolongation de leur indemnisation, accordée ou non. La décision reviendra à France Travail. Au total, se félicite le patronat, 940 millions d'euros d'économies à terme, aux plus grandes dames de certains syndicats. C'est presque le double de ce que demandait le gouvernement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait ce qu'ils vont mettre en place. On dit, voilà, il y aura un accompagnement. Quel est l'accompagnement qu'on va mettre en place? Comment va-t-il être financé? Qui va le faire? On n'accompagne pas de la même manière quelqu'un qui a 57 ans ou 60 ans, proche de la retraite, que quelqu'un qui en a 40. Donc ça, c'est un point important. Là, il y a aussi un autre point, c'est qu'on va laisser à France Travail la possibilité de dire j'actionne pour un maintien des ARE, des aides au retour à l'emploi, ou alors non, je considère que non, il faut que l'ARE retrouve un boulot. La question qu'il faut se poser, et là pourtant c'est une affirmation en disant qu'il faudrait que les gens aillent plus rapidement retrouver un boulot. Sincèrement, il faut se poser la question, sincèrement, vous pensez vraiment que quelqu'un qui, après avoir bossé peut-être 20, 30 ans, se retrouve au chômage? Alors déjà, pour quelle raison il s'est retrouvé au chômage? S'il a été licencié ou si on l'a mis dehors avec une rupture conventionnelle, parce que c'est aussi un moyen de se séparer, est-ce que vous pensez vraiment que lui, il n'a pas envie de retrouver un boulot? Mais, fonction de son background, de ce qu'il a fait avant, du marché de l'emploi, du bassin dans lequel il est, de ses compétences, de son âge, de son salaire, etc., n'y a-t-il pas des barrières à l'entrée pour retrouver un travail? Est-ce qu'on est là pour finalement taper sur ceux qui pourraient chercher un travail, ou alors il ne faudrait pas plutôt essayer de faire en sorte de fluidifier le marché du travail? C'était ça le but au début de la rupture conventionnelle. C'était de faire en sorte qu'on fluidifie. L'employeur veut se séparer de son employé, l'employé veut partir, on trouve un terrain d'entente, comme ça en fait il y a du roulement. On part, on vient, on essaie de rebondir, on essaie de faire autre chose, on essaye finalement de mettre de l'huile dans les rouages. Là on nous parle de couteau sous la gorge, de durcissement, on nous parle de contraintes, on nous parle aussi encore d'un intermédiaire différent qui va valider ou invalider les projets, les avancements pour pouvoir effectivement après continuer à toucher et à percevoir les aides au retour à l'emploi auxquelles chaque salarié de France et de Navarre cotise chaque mois, chaque année. Donc c'est intéressant de se poser les bonnes questions. Dans l'actualité également, peut-être avez-vous déjà signé une rupture conventionnelle avec un employeur. Elle pourrait à l'avenir devenir moins avantageuse. Rappelons que les ruptures conventionnelles, utilisées par plus de 500 000 personnes en 2024, permettent à un salarié de quitter son entreprise d'un commun accord avec son patron et de toucher le chômage pendant 18 mois. Et c'est précisément cette période d'indemnisation que les syndicats patronaux souhaitent revoir à la baisse pour faire des économies sur l'assurance chômage avant que le gouvernement ne tranche, Antoine Bienvaux. Oui, les organisations patronales veulent réduire la période d'indemnisation des ruptures conventionnelles à 15 mois seulement contre 18 aujourd'hui. Une mesure qui permettrait d'économiser 270 millions d'euros dès 2027 et 940 millions d'euros à partir de 2030 selon l'UNEDIC. Mais attention, fragiliser la rupture conventionnelle n'est pas sans danger pour la fluidité du marché du travail selon Cyprien Battu, économiste à l'Institut Avant-Garde. Ce qu'on remarque avec les ruptures conventionnelles, c'est qu'on a un effet de fluidification. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de ruptures, de contrats de CDI. Et ça, c'est assez utile pour le marché du travail en général. Parce que ça veut dire que c'est des gens qui étaient dans des situations d'emploi pas forcément satisfaisantes. Et ces gens-là, quand ils restent dans leur travail, certes, ils n'ont pas le chômage. Mais par contre, ils sont aussi beaucoup moins efficaces. Ce qui fait à la fin moins de recettes aussi. C'est-à-dire qu'on perd justement cet effet de meilleur fonctionnement du marché du travail en général. Et ça, c'est un coût également, sauf que c'est beaucoup plus difficile de l'évaluer. Outre la réduction de la durée. Là, vous voyez, c'est intéressant parce que je viens d'en parler. On a du mal à l'évaluer. Mais autre point qui est difficile à évaluer. On vous dit 500 000 ruptures conventionnelles sur l'année. Ok, mais est-ce qu'on est capable de bien scinder ces ruptures conventionnelles en fonction de l'âge? Donc là, il faut regarder. Il y en a certains qui sont en bout de course qu'on met dehors. Il y en a certains qui sont jeunes qu'on met dehors. Et surtout, qui est à l'initiative? À votre avis, combien de patrons arrivent rapidement à se dire « Ah bah effectivement, je vais signer une rupture conventionnelle à ce monsieur, je vais le payer pour qu'il parte, alors que moi, j'ai pas envie de le voir partir ».
Si on se met à la place d'un patron, lui, son intérêt, c'est de faire marcher sa boîte. Si vous êtes un bon élément, si Amalric est un bon élément et qu'il arrive et qu'il lui dit mais j'aimerais partir, mais en fait Amalric, j'ai pas envie de me séparer de toi, et encore moins te payer, et encore moins payer 40% de charge sur le montant que je vais te donner. Donc, il faut aussi se poser les bonnes questions. Qui est à l'origine d'une majorité des ruptures conventionnelles? Et puis, on dit que ça coûte cher. Ça coûte cher, oui, ça coûte cher à l'employeur, parce qu'il va payer des taxes. Combien, je vous le dis, je vous pose la question, combien sont les salariés qui arrivent à négocier plus que le minimum légal? C'est encadré. Les montants sont encadrés. Il y a un légal qu'on va toucher, qui est l'indemnité de licenciement. Finalement, on veut se séparer, on va faire une rupture de contrat, donc on va regarder un barème. Bon, on te dégage, Amalric, l'indemnité de licenciement en fonction de ton ancienneté, en fonction de ton salaire, c'est tant. OK? Il y a ensuite la convention collective. Donc, parfois, c'est plus avantageux. Ça va venir en top. Après, on va vous dire, oui, il y a du supralégal. Mais combien de salariés prennent du supralégal? Et je peux vous dire, c'était autour de 65% des gens qui sortent avec le minimum. D'accord? Avec le minimum légal. Donc après, il y a ceux qui prennent un petit peu plus. Et combien prennent des gros chèques? Et puis, comme on en revient, c'est d'un commun accord, c'est un accord synalagmatique. Donc ça veut dire que l'employé, quand il prend du supralégal, en général, son employeur est d'accord, il ne lui met pas le couteau sur la gorge. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est important de bien remettre aussi les choses en perspective. Qui bénéficie de ce process? Qui bénéficie de, finalement, c'est peut-être cette latitude pour pouvoir, en fait, dégraisser facilement au motif que l'employé est d'accord. Bah oui, il a signé un accord de rupture conventionnelle. Donc, voilà. Maintenant, on a du mal à quantifier ce qui se passe en interne. On a du mal à quantifier aussi l'impact que ça a de virer des gens. Ces gens-là, ils sont après, soi-disant, au crochet de la société. Mais psychologiquement, physiquement, quand vous avez bossé 10, 15, 20 ans, mais même parfois, pas plus tard qu'aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, ça faisait à peine 5 ans. Il me dit, mais je suis tombé de ma chaise. Je suis tombé de ma chaise. Du jour au lendemain, j'ai pris un coup de bambou sur la tête. On me met dehors. Oui, mais avec une rupture conventionnelle. Ah bah oui. Peut-être que la pilule passe mieux là. Mais est-ce que c'est juste? Des allocations chômage, les syndicats patronaux proposent aussi une indemnisation dégressive dans le temps pour les chômeurs ayant eu recours à une rupture conventionnelle. Une mesure fermement rejetée par la CGT qui désigne les employeurs comme principaux responsables des abus de rupture conventionnelle et qui propose donc un malus pour ceux qui y auraient trop souffert. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de l'argent public. Oui, public, ok, il a cotisé. Finissez votre phrase peut-être. Ce monsieur est-il un voleur? Alors, il est peut-être tout seul pour l'instant, mais peut-être qu'il créera de l'emploi, peut-être qu'il développe une activité, il va générer du chiffre d'affaires, il va payer des taxes, il ne vole personne, il travaille. On peut se poser cette question-là, c'est un prisme. Ensuite, on dit, il a négocié une rupture conventionnelle. Mais on ne connaît pas les tenants et aboutissants. Peut-être que son employeur lui a fait comprendre, en gros, mon coco, ce serait bien que tu t'en ailles. Bon, faisons une rupture conventionnelle. Peut-être que c'est lui, et dans ce cas, tant mieux, qui a réussi à avoir cette rupture conventionnelle. Mais dans ce cas, son employeur est content, puisqu'il le paye, il paye des taxes dessus, donc il y trouve son intérêt. On a tous un intérêt. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'ils veulent continuer à enfoncer le clou. Le gouvernement veut continuer à enfoncer le clou. Vous imaginez? On rajoute des charges sur la rupture conventionnelle, côté employeur. On fait en sorte qu'on indemnise de moins en moins longtemps les salariés. Et maintenant, on veut faire en sorte d'indemniser de moins en moins au niveau financier avec une dégressivité. Vous savez que pour certains salaires, vous allez toucher 57% de votre salaire pendant 6 mois et après 70% de ces 57%, donc grosso modo 40% sur le restant. Donc voilà, à droite, à gauche, en dessus, on serre, on compresse, on fait tout pour que finalement à la fin, il n'y ait plus grand-chose. Mais alors dans ce cas, on cotise pourquoi quand on cotise au chômage? Dans ce cas, quel est l'intérêt d'avoir une rupture conventionnelle? Dans ce cas, pourquoi on ne dirait pas juste c'est un licenciement? Ou dans ce cas, pourquoi en fait on fluidifie pas tout et on dit juste c'est des CDD pour tout le monde? Ou alors on pourrait très bien dire, pourquoi pas se dire dès qu'on signe un contrat, à la fin, si sous 4 ans, 10 ans, 15 ans, en fonction, il y a des paliers, il y a des primes qui sont déjà écrites, noir sur blanc, sur si on se sépare d'un commun accord ou pas, c'est l'employeur ou c'est l'employé, on choisit en fonction. Voilà, on pourrait faire ça, non? Bon, c'est dans la restauration, ce sont des jeunes, quelle était son ancienneté? Là, il parle de lui donner 700 €. C'est des charges en plus. Mais en fait, ça représente quoi? Vous faites votre calcul. Si c'était 40%, 700 €, c'est pas beaucoup, quoi. Donc en fait, c'est toujours ça aussi. C'est prendre des personnes, on extrapole en fonction d'une petite situation. Voilà. Est-ce que ces gens-là sont en train de voler? Cet employeur, il fait ce qu'il veut. C'est son argent, d'une certaine manière. S'il veut le payer, après, vous allez me dire, oui, mais sauf que en faisant ça, il lui ouvre les droits à. Peut-être que là, il faut revoir finalement tout le système. Mais dans ce cas, pourquoi on cotise? Et c'est d'autant plus intéressant de voir qu'on ne parle pas de l'ancienneté, on ne parle pas du salaire. Voilà, sortez-nous des gros montants. Alors, ça se passe, mais jamais comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. Vous allez voir votre patron et vous lui dites, en fait, j'en ai marre, j'ai un projet, je me sens pas bien, je suis pas content. Il vous dit, mais en fait, si t'es pas content, la porte est grande ouverte.
Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous payer. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, en fait, on va partir au conflit, on va s'arrêter de bosser, on va foutre le feu à la baraque. Mais dans ce cas, en fait, il vous licencie. Il vous licencie. Pour faute, si vous allez trop loin. Et là, dans ce cas, pour faute, bah, vous ne touchez pas de chèque. Ah oui, vous aurez le chômage. Mais dans ce cas, on en revient toujours à la même chose. Combien font ça? Combien font ça? Et puis, quand on dit on cotise tous, mais combien cotisent et bénéficient de leur chômage? Franchement, c'est vraiment grossier de dire qu'un employé peut aller voir son patron et dire bah, j'en ai marre, j'exige d'avoir une rupture conventionnelle. Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est comme si vous alliez voir votre voisin et vous dites bah, j'exige que tu me vendes ta maison. Bah, j'ai pas envie de te la vendre. Bah, j'exige que. Bah non. Voilà. Bah, je vais te jeter les excréments de mon chien, je vais foutre le feu à la haie et puis je vais t'embourriner toute la nuit. Ok, bah dans ce cas j'appelle la police ou dans ce cas en fait non. Oui, donc à un moment il faut arrêter non plus de prendre tout le monde pour des imbéciles. On sait que ça se passe pas comme ça ne peut pas se passer comme ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on ne peut pas mettre le couteau sous la gorge de son patron. Alors, forcément, on finit par croire que, puisque c'est courant, eh bien c'est facile. Presque aussi simple qu'une lettre à la poste. Eh bien justement, c'est exactement ce que le discours politico-médiatique veut vous faire croire. Pourquoi? Parce que si les salariés pensent que la rupture conventionnelle est simple à obtenir, ben, ils vont eux-mêmes la demander. Et dans la majorité des cas, ils vont essuyer un refus catégorique. Mes observations empiriques auprès des salariés qui me contactent tous les jours vont dans ce sens. J'ai déjà fait plus de 4000 consultations. J'ai accompagné plus de 300 cadres. Donc je sais de quoi on parle. Et ce n'est pas seulement une impression du terrain. Il y a une étude académique qui a été d'ailleurs intitulée Conflict and Dismissal, qui a été menée par Carrie Schoffer, Pauline Carrie et Benjamin Schoffer en 2024 avec l'université de Berkeley. Et cette étude montre que les demandes de séparation initiées unilatéralement par les salariés ont un taux d'acceptation très faible. On parle de 89% de refus. 89%. La séparation devient acceptable seulement dans 11% des cas, dès lors qu'elle est perçue comme mutuellement bénéfique. Et donc, ce chiffre est parlant. Ce qui veut dire une chose très simple. Demander une rupture conventionnelle à la DRH sans préparation est une stratégie vouée à l'échec, dans 9 cas sur 10. Pourquoi, me direz-vous? Mais parce que beaucoup d'entreprises ont une politique implicite de refus. C'est normal, on garde ses intérêts. Pourquoi je vous paierai pour partir? L'objectif est simple, c'est d'éviter de créer un précédent, c'est d'éviter les effets d'aubaine et c'est de décourager les demandes spontanées. Donc la rupture conventionnelle n'est pas un simple formulaire administratif, c'est une négociation stratégique. La stratégie consiste à orienter des ressources limitées vers les options jugées prioritaires, face, bien entendu, à une multitude de possibilités. Et on peut l'expliquer hyper simplement. La stratégie, en fait, c'est choisir la montagne que vous allez gravir. L'Everest, le Kilimanjaro, la Concagua, je ne sais pas, ce que vous voulez. Les tactiques, ce sont les pas que vous faites pour atteindre le sommet, le chemin, d'accord? Eh bien, vous allez marcher sur ce chemin. Donc la vraie question est la suivante. Quand vous quitterez votre entreprise, méritez-vous vraiment de partir sans rien? Si la réponse est non, la seule question qui reste est, eh bien, comment allez-vous vous donner les moyens d'y parvenir? Comment allez-vous vous donner les moyens de récupérer un chèque, de récupérer votre dû, de ne pas partir une main devant, une main derrière? Donc, avant de vous dévoiler les 3 menaces qui planent sur votre capacité à négocier un exit, si vous êtes cadre et que vous sentez que votre trajectoire de carrière s'essouffle, ou que votre direction commence à se réorganiser, que autour de vous, que le vent souffle dans le mauvais sens, ou même que finalement, vous ne projetez plus ici, que ça sent le roussi, c'est probablement le bon moment pour sortir intelligemment. Une négociation de départ ne doit pas être laissée au hasard. Donc si vous voulez qu'on vous aide à construire votre stratégie de négociation étape par étape, prenez un rendez-vous sur rupturepro.com. Le lien est bien sûr sous la vidéo. Là, ce qui est intéressant, c'est que lui dit des choses complètement sensées. On forme les gens, on s'investit pour eux, ça nous coûte de l'argent. Alors bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Quelqu'un qui vous coûte de l'argent, il vous rapporte de l'argent. Généralement, un employeur, un patron, il est là pour gagner de l'argent. Donc il fait ses calculs. Donc s'il fait ça, c'est qu'il mise et qu'il doit retomber sur ses pattes. Mais je le comprends complètement. Le patron, il n'a pas du tout envie de payer pour quelqu'un qui n'a pas mouillé la chemise. Pas du tout. Et il a le droit de dire non. Il a le droit de dire non. Il a le droit de se défendre en disant non. Point la ligne. C'est tout. Donc s'il part sur un licenciement, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, au-delà de le faute grave, mais s'il part sur un licenciement, parce qu'il faut savoir, cette personne qui lui a demandé, il avait combien d'ancienneté? 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend. Un licenciement, il faudra le justifier, soit. Mais si la personne veut vraiment partir, on va voir, on va lui dire non, puis après, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner, il va mal se comporter. On pourra justifier en disant, je l'ai licencié, parce que, en fait, je lui ai refusé à l'époque une rupture conventionnelle, et donc il a eu un mauvais comportement. C'est la réaction à mon refus. Donc, ces salariés-là, il ne pourra pas contester devant qui que ce soit. Les prud'hommes vont dire, effectivement, monsieur, vous avez demandé, vous avez eu un refus, vous avez fait n'importe quoi, vous n'avez pas fait vos missions, etc. Vous avez été licencié. Licenciement classique, avec une faute bien écrite, ou alors pour faute grave. Là, vous n'avez pas pris de chèque. Donc, à un moment, l'employeur, il pourrait très bien se dire, licenciement, moi, ça me coûte moins cher, j'ai pas les 40% de taxes. Donc, vous voyez, c'est pas si facile que ça, c'est pas blanc ou noir, arrêtez, il faut remettre les choses dans le contexte, il faut toujours essayer de comprendre, et il ne faut pas se laisser berner.
Pourquoi a-t-on inventé la rupture conventionnelle ? 2007. À peine élu président de la République, Nicolas Sarkozy reçoit les partenaires sociaux. Une de ses grandes promesses de campagne est de moderniser le marché du travail, avec à la fois plus de facilité pour les patrons et plus de sécurité pour les employés. C'est la flexi-sécurité. Enfin, la flexi-sécurité, c'est-à-dire donner la possibilité aux entreprises de renvoyer plus facilement tout en assurant aux licenciés une formation pour un reclassement rapide et des indemnités plus confortables. Concrètement, Nicolas Sarkozy pousse pour une alternative au licenciement et à la démission. Avant le début de son mandat, la situation de certains employés est aussi fragilisée par le contrat nouvelle embauche, un CDI réservé aux entreprises de moins de 20 salariés qui prévoyait une période de 2 ans où l'employeur pouvait licencier sans indiquer de raison. En supprimant le CNE, très impopulaire chez les Français, le président doit trouver une solution pour garder de la flexibilité dans le marché du travail. Ce sera la rupture conventionnelle. Durant plusieurs mois, les syndicats et les organisations patronales négocient jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé en janvier 2008. Nous avons créé pour la première fois en France une flexibilité et une sécurité, donc une flexi-sécurité française. Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, s'en félicite également. C'est avant tout un vrai pas en avant que l'accord qui a été passé entre les partenaires sociaux. C'est une avancée considérable pour réformer le marché du travail. Ça n'est pas la première fois qu'il y a un accord entre partenaires sociaux, mais là, c'est sur un sujet qui a fait l'objet de blocages par le passé. Regardez, par le passé, on ne voulait pas parler, notamment de modifier la façon dont pouvait être rompu le contrat de travail. Aujourd'hui, c'est fait, avec à la fois des garanties pour les employeurs comme pour les salariés. Mais la CGT refuse de signer le texte. Oui, là on parlait de flexi-sécurité. Là on nous parlait vraiment de mettre de l'huile dans les rouages, d'essayer de faire en sorte que employeurs et employés travaillent dans leurs intérêts. On a tous des intérêts. Le patron, il a envie de gagner de l'argent, il a envie de délivrer son produit, il a envie de mettre en place sa solution, de s'entourer de bonnes personnes. Les personnes ont envie d'être bien payées et de grandir. Et donc, en faisant ça, il y avait un moyen de fluidifier. Ok, on parle de 2008, hein, les images font vieilles, mais c'est pas si vieux que ça. Et on a l'impression qu'en fait, on a découvert quelque chose. Ok, très bien. Vous imaginez bien que de l'autre côté de l'Atlantique, on prend des gens, on les vire, c'est plus fluide, c'est plus cash. Bon, ils ont une économie qui tourne d'une autre manière, soit. Mais dans la nôtre, il y avait besoin de ça. Là, on commence pas à se dire, oui, est-ce qu'il y en a qui vont profiter du système? Est-ce que ça va nous coûter cher? Non, on est là pour se dire, en fait, on investit là-dessus en se disant que ça va nous rapporter plus que ce que ça devrait nous coûter. Considérons qu'au total de l'accord tel qu'il est maintenant, eh bien, le patronat a plus gagné que les salariés dans cette affaire et l'accord est très déséquilibré. La rupture conventionnelle est malgré tout intégrée dans la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail. Ce qui est intéressant, c'est de demander pourquoi en fait il a plus gagné. Parce qu'il va pouvoir se séparer plus facilement. Oui, mais d'un autre côté, il faut arrêter de se leurrer avec ce fameux le CDI. Ça nous permet de ne jamais être viré. Si vous voulez vous virer, vous virez. Si vous êtes mauvais, vous êtes viré. Si vous êtes quelqu'un qui fait son boulot et qui travaille bien, vous n'êtes pas viré. Donc, il y a un moment, comme on en revient encore à ça, cet accord synalgmatique, donc c'est d'un commun accord, l'employé peut très bien dire, non, je refuse. Si on propose une rupture conventionnelle, je refuse. Il y aura des conséquences, forcément. Mais l'employeur peut refuser, il y aura des conséquences. L'employé peut refuser, il y aura des conséquences. Elle prévoit la possibilité pour un salarié de quitter son entreprise en accord avec son employeur. Il a le droit à une indemnité et surtout, contrairement à une démission, il peut bénéficier de l'assurance chômage. Pour l'employeur, la procédure est largement plus simple et plus rapide qu'un licenciement. Ce nouveau dispositif est plutôt apprécié par les acteurs du monde du travail. Ça peut être pratique, parce que je sais que j'ai déjà d'autres problèmes avec d'anciens employeurs, et c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais obligé de démissionner et j'ai perdu tous mes droits. Il y a 70% des licenciements dans nos entreprises, et je pense donc dans toutes les entreprises, c'est pour des motifs personnels. Alors on va inventer une cause réelle et sérieuse, d'un côté ou de l'autre. Donc nous, ce que l'on dit, c'est partons de la réalité, cette réalité-là existe. Mettons en place un cadre qui rende serein le choix d'un côté ou de l'autre de quitter l'entreprise et sortons de cette hypocrisie. Incroyable. Incroyable de voir quelqu'un qui est dans la réalité. Qu'on se le dise. C'est incroyable d'entendre quelqu'un qui dit voilà, 70% c'est de l'humain. Oui. Les interactions humaines, au début on s'entend bien, après on s'entend moins bien. On est rentré dans une boîte, les choses ont changé, les valeurs, les visions, la réorg, le management, etc. Je m'y retrouve plus. Pourquoi rester là? Alors il y en a qui vont dire prenez vos responsabilités. Oui, mais moi à l'origine, est-ce que je suis responsable de tous ces changements? On m'avait vendu quelque chose, je l'ai plus. Ou alors je faisais quelque chose, on me l'a retiré. Ou alors j'étais avec quelqu'un, c'est plus le même. Et cette personne-là m'a dans le pif. Bon. Donc on fluidifie, on essaie de faire ça entre adultes, entre professionnels. Finalement, on est tous libres, tous. On est libre de rester dans son boulot, on est libre de le quitter. Maintenant, on est aussi libre de le quitter de plusieurs manières. Soit on démissionne, on claque la porte, soit on se fait licencier parce que certains font du mauvais travail et ils se font licencier, soit en fait on peut trouver un commun accord. Pourquoi moi je prendrais toute la responsabilité? Pourquoi je prendrais tous les risques? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, ce monsieur qui nous dit, fluidifions et 70% c'est de l'humain, en fait, c'est clair. Et c'est un peu l'analogie du divorce. Vous n'êtes pas bien dans votre couple, vous essayez de faire des choses pour que ça s'arrange. À un moment, vous n'entendez pas bien, les gens se séparent.
Les gens se séparent. Je parle même pas de mariage ou autre là. Les gens se séparent, ça ne nous convient plus, pour moi on se sépare, comme un accord. Vous avez acheté un appartement, comment on fait pour retrouver chacun nos billes? Vous avez des enfants, comment on fait pour le partage? Vous avez, je sais pas, une voiture, un chien, machin. C'est les mêmes questions à chaque fois. Comment, comme un accord, on peut se séparer? Alors bien sûr, il y a toujours un peu de friction, parce qu'il y en a un qui veut rester, parce qu'il y en a un qui a fait des crasses, parce qu'il y en a un qui se sent lésé, il y en a un, il trouve c'est injuste, il manque de reconnaissance. Alors, peu importe. Mais dans tous les cas, il y a de l'humain. Et donc, à un moment, nous sommes des adultes, nous sommes des professionnels, eh bien, essayons de faire ça d'un commun accord, rupture conventionnelle. Le dispositif connaît un très grand succès dès son instauration. 220 000 personnes en bénéficient en 2009, selon le ministère du Travail. Mais il connaît aussi quelques critiques. Madame Bouillet, par exemple, elle est partie royalement avec 6 500 €, alors que le juge, parce que le juge a requalifié cette rupture conventionnelle en licenciement abusif, lui a accordé 16 000 €. Une dérive pointée du doigt aussi par certains syndicats. Ce mode de rupture peut permettre à l'employeur d'échapper à des obligations en termes de plan social, c'est-à-dire qu'il y a des obligations de reclassement dans le cadre d'un plan social qui n'existent pas dans le cadre de licenciements déguisés et isolés, on va dire, que pourrait représenter donc cette rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle. Ah, bah là on en parle un petit peu. On voit bien qu'il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus. Juste avant, rappelez-vous le monsieur qui avait dit oui, voilà, c'est l'employé qui peut très bien aller voir l'employeur et lui mettre un coup de pression parce qu'il y a beaucoup d'abus chez les employés. En fait, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi beaucoup d'abus chez les employeurs? C'est plus facile quand vous êtes employeur parce que vous avez un rapport hiérarchique, un rapport contractuel, c'est normal. C'est lui qui vous embauche, c'est lui qui vous paye. Donc, comme je dis à chaque fois, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, il y a un rapport de force. Et puis bon, après, vous êtes une personne individuelle face et vous signez un contrat avec une personne morale. Ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est qu'il y a vraisemblablement aussi beaucoup d'abus côté employeur qui, eh bien, sous motif que, en fait, je te donne un petit chèque et puis ça va bien se passer, tu as 15 jours de rétractation et puis sous 4-5 semaines, la DRETS va tout valider et puis d'un commun accord, on est parti. Non, je te mets la pression pour, d'un commun accord, qu'on parte. Comme ça, on ne cherche pas des noises et puis tout va bien. Oui, c'est fluide. Oui, c'est fluide. Mais peut-être qu'ils sont là aussi, hein, les mauvais élèves. Donc, faut le dire. Faut pas toujours pointer du doigt les mêmes. Conventionnelle va être de plus en plus utilisée. En septembre 2017, la loi travail, voulue par Emmanuel Macron, crée les ruptures conventionnelles collectives qui permettent aux salariés de la même entreprise de bénéficier des mêmes conditions. Selon les chiffres du ministère du Travail en 2024, plus de 500 000 personnes ont quitté leur emploi grâce à une rupture conventionnelle. Ils représentent près d'un quart des dépenses de l'assurance chômage, soit près de 10 milliards d'euros. Là, ce qui est intéressant, c'est encore de montrer qu'il y a un autre process. Donc, il y a la RCC et la RCI, la rupture conventionnelle individuelle. On parle de rupture conventionnelle, et puis il y a la rupture conventionnelle collective. Effectivement, parfois, les employeurs utilisent ça. C'est un process, un modus operandi différent. Ça permet peut-être d'accélérer. Voilà, il faut comparer des choses comme les PSE, les PDV, les GEPP, les RCC. Voilà, c'est des modus operandi, des licenciements économiques, etc. C'est des modus operandi de groupes pour dégager de la masse. Voilà. Est-ce qu'il y a des détournements? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui abusent? Oui. Mais combien sont-ils? Et à l'origine, où sont-ils? Dans quel camp sont-ils? Alors moi, je ne suis pas là pour chercher un coupable. Moi, je suis là pour remettre les choses en perspective et bien montrer que finalement, cette prouesse en 2008, qui avait été vantée par tout le monde en disant que ça va être fluidifié, aujourd'hui, on serre les boulons, on serre la vis. Et qui est-ce qui trinque? Eh bien, finalement, ceux qui cotisent. Est-ce que c'est plus les employés ou c'est plus les employeurs qui, dans cette situation, vont se retrouver un petit peu contraints, à votre avis? Qu'est-ce qui y gagne? Qu'est-ce qui y gagne vraisemblablement là? Et est-ce que vous trouvez ça justifié qu'on vous dise il faut faire des économies? Parce qu'il faut faire des économies partout en France, donc il faut taper là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ici qu'il faudrait faire des économies? Donc il y a un moment, il faut juste se poser cette question. Quelqu'un qui a bossé 20 ans, au pif, je dis 20 ans, il y a une réorg, les valeurs changent, la vision de l'entreprise change, son poste change. Est-ce que aujourd'hui, ils doivent aller encore des couleuvres et se dire j'accepte ma mise au placard, ou un poste qui m'intéresse plus, ou alors une réorganisation dans laquelle je me retrouve plus, ou même un management qui a complètement changé parce qu'on a été racheté, je sais pas, j'invente parce que je le vois tous les jours, mais racheté par un fonds qui vient des US et qui est juste là pour faire de la rentabilité, alors qu'avant, on était plutôt sur une dynamique précautionneuse avec l'envie de bien faire et faire encore du Made in France. Est-ce que vous trouvez que cette personne devrait effectivement se coucher en disant en fait ça me plaît plus donc je m'en vais? Si on fait le parallèle avec la vie de couple, la personne que vous avez connue devient, quand on vient à moitié charbé, pas forcément aussi loin, mais commence à avoir des idées complètement à l'opposé de ce que vous faites, découche et vous parle mal, est-ce que vous avez envie de rester? Au motif que ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, vous pouvez peut-être vous dire, en fait je vais partir et puis je vais pas me faire léser. Cette maison, on l'a payée ensemble, on l'a construite ensemble et on l'a payée ensemble. Alors vous allez me dire, oui, mais elle a été payée pendant toutes ces années. C'est différent. Le salaire, c'était pour ce que vous faisiez. Mais d'une certaine manière, le temps que vous avez passé, la contribution que vous avez mise, il y a un moment, elle a plus de valeur que juste votre salaire. Et puis, peut-être que des choses vont rester, donc qui vont continuer à être utilisées. Et puis, il y a une question de reconnaissance.
Il y a une question de justice aussi. Pourquoi c'est à vous d'avaler toutes les couleuvres? Alors vous allez me dire, oui, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Oui, mais raison de plus en fait pour ne pas se laisser faire. Raison de plus pour se préparer. Raison de plus pour être en capacité de ne pas vous laisser une fois de plus marcher sur les pieds. Et que ce ne soit pas encore les bons éléments qui trinquent. Parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours les bons éléments, ceux qui ont bien bossé, qui ont bien donné, à qui on dit ah bah non, pas toi. Mais en revanche, tous les mauvais éléments qu'on dégage, à qui on donne des chèques, qui parfois effectivement profitent du système, mais il y en a combien? Donc là, qui profite? Les employeurs, bah, quand ils virent les gens. Les boulets qui vont rester au chômage, mais combien restent comme ça? Et puisque on parle vraiment des mêmes. Donc le chiffre 500 000, il fait peur, il fait gros. Les démissions, il y en a 4 fois plus. Il y en a 500 000 par trimestre, donc il faut les mettre en perspective. Alors, forcément, on finit par croire que, puisque c'est courant, eh bien c'est facile. Presque aussi simple qu'une lettre à la poste. Eh bien justement, c'est exactement ce que le discours politico-médiatique veut vous faire croire. Pourquoi? Parce que si les salariés pensent que la rupture conventionnelle est simple à obtenir, ben, ils vont eux-mêmes la demander. Et dans la majorité des cas, ils vont essuyer un refus catégorique. Ce qu'on veut, c'est qu'on vous pousse à continuer à démissionner. D'accord? On va vous dire, oui, 500 000, il y en a beaucoup. Vous allez vous dire, bah moi, pourquoi pas moi? Mais si vous faites ça, vous êtes mort. Vous allez dire, bah, je veux une rupture conventionnelle, on vous dira non, parce que votre employeur, il peut vous dire non. Il peut vous dire non autant de fois que vous le voulez. Enfin, qu'il le veut. Et donc, vous pouvez la demander autant de fois que vous voulez. Mais il vous dira non, parce qu'il sait que vous voulez partir. Il sait que vous voulez un chèque. Alors quand vous avez 3-4 ans d'ancienneté, on s'en fiche. Mais quand vous avez 15-20 ans, là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose. Votre filet de sécurité, vous n'en avez pas. Alors, soit vous resterez au placard, et la situation va se tendre, va se pourrir, et à un moment, vous allez craquer, vous allez lâcher. Alors, il y en a qui vont partir en arrêt maladie, c'est presque pire. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ne vous faites pas berner. C'est pas parce qu'il y en a soi-disant 500 000, déjà, 500 000 qui viennent d'où, que parce qu'il faut la demander et vous allez l'avoir. Non! 89% des demandes de rupture amiable spontanée en France sont refusées. 89%. Donc, vraiment, faites attention. Faites attention. Donc, ne vous laissez pas berner. Il y a de l'argent qui est sur la table, c'est votre ancienneté. C'est un peu comme un compte épargne-temps. Vous avez passé 15 ans, 20 ans, vous avez fait des petits. Vous avez fait des petits, il y a de l'argent sur la table, c'est votre argent. Et puis, les aides au retour à l'emploi, si vous voulez monter un business, si vous avez besoin d'un filet de sécurité parce que votre prochain CDI, ça ne se passe pas bien. Si vous avez besoin peut-être de vous occuper de proches, vous êtes aidant ou autre. Si vous avez besoin de faire une formation de reconversion, vous avez besoin de ce chômage pour continuer à vivre. Parce que vous avez une famille, parce que vous avez des responsabilités, parce que vous avez des échéances, des factures, etc. Vous avez cotisé pour ça. Est-ce que vous trouvez ça juste qu'on vous dise « Ah bah non, toi, non, Amalric, non, toi, non. T'as un bon élément, t'as pas le droit de l'argent, t'as pas le droit de ton filet de sécurité, c'est les autres. » Donc, si vous dites que c'est pas forcément très juste que vous partiez sans rien, qu'on vous pousse dehors, ou alors que finalement, tout ce tintamarre, ça vous montre qu'il y a un moment, ils vont tellement serrer la vis que ça va disparaître, et que vous y songez depuis 6 mois, 12 mois, 2 ans, 3 ans. J'en vois certains, ils me contactent, ça fait 4 ou 5 ans. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous avec moi, je regarderai ce que je peux faire pour vous, quelles sont vos chances, quels sont finalement les montants que vous pouvez aller chercher, vraisemblablement, en bon terme. Parce que c'est un accord synalagmatique, parce qu'en face, on a envie que ça se passe bien. Donc, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas faire. Un peu ras-le-bol du c'est Nicolas qui paye, quoi. Faites attention à vous, préparez-vous. Et bien sûr, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous savez que le business, c'est du business. Il y a un moment, s'il y a de l'argent sur la table, il ne tombera pas tout seul. Donc, retenez bien cette phrase. Do not wish for it, work for it. On n'est pas juste là à espérer d'avoir peut-être un boss qui va me donner un peu d'argent. Non, préparez-vous, allez le chercher. Et vous finirez en bon terme avec un bon chèque, vous tournerez la page, vous serez heureux. Imaginez-vous, dans quelques mois, voilà, vous dites, j'ai récupéré mon chèque, j'ai récupéré mon filet de sécurité, je peux enfin faire ce que je veux. Comment vous vous sentiriez? Et à contrario, est-ce que vous méritez de partir sans rien? Franchement, est-ce que vous méritez de partir sans rien? Donc, il y a 3 menaces qui planent sur votre droit à négocier. On a vu le contexte, voyons ce qu'il y a réellement sur la table des négociations. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Certaines propositions discutées depuis janvier commencent déjà à produire leur premier effet. Première menace, la franchise de temps. L'idée serait d'empêcher finalement certains salariés d'enchaîner plusieurs ruptures conventionnelles. Deuxième menace, et celle-ci est déjà en train de se concrétiser, c'est que finalement la durée maximale d'indemnisation du chômage soit réduite. On l'a vu, l'accord trouvé fin février 2026 entre le patronat et certains syndicats, notamment la CFDT, la CFTC, voilà, c'est une première restriction qui est apparue. Donc, on réduit la durée maximale d'indemnisation. Avant, vous pouviez être indemnisé jusqu'à 18 mois, voire même 24 mois il y a quelques temps. Dans le nouveau compromis négocié par les partenaires sociaux, on parle de 15 mois. Donc 3 mois de chômage en moins. Alors la CGT refuse de signer cet accord et parle déjà d'une baisse des droits des salariés. Oui. Et dans les coulisses, beaucoup d'observateurs considèrent que finalement c'est le patronat qui a remporté cette première bataille. Parce que c'est la première fois que la rupture conventionnelle est associée directement à une réduction des droits chômage. Et la troisième menace, c'est l'allongement des délais de carence. Même si vous conservez vos droits,
vous pourriez devoir attendre plus longtemps avant de recevoir vos allocations. Donc pour beaucoup de salariés, cette attente est simplement impossible financièrement. Aujourd'hui, vous pouvez avoir jusqu'à 5 mois. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Il y en a certains qui pensent que tant que vous n'avez pas consommé tout le chèque que vous avez pris, vous ne pourriez pas partir sur une demande des ARE, des aides au retour d'emploi de chez France Travail. Alors, je vous l'ai dit, la fenêtre de tir se referme. Les opportunités passent, mais elles ne repasseront peut-être pas. Donc quand on dépeint ce tableau, on pourrait se sentir un peu impuissant. Eh bien, en fait, c'est tout le contraire. Il y a une fenêtre de tir, et elle existe encore. Elle se referme, mais est-ce que vous allez la saisir? Parce que les premières restrictions commencent à apparaître. Vous devriez faire la chose suivante. Vraiment, posez-vous et faites cet exercice. La première chose, c'est auditer votre situation, ce qu'on appelle le scan. La première chose à faire, donc, c'est un diagnostic lucide de votre position dans l'entreprise. Posez-vous quelques questions simples. Votre poste est-il menacé? Votre évolution est-elle bloquée? Vos responsabilités diminuent-elles? Le climat avec votre management se dégrade-t-il? Y a-t-il une réorg? Votre charge de travail devient-il incohérent ou invivable? Des signaux faibles que peut-être beaucoup de salariés ignorent sont juste là, sous ces questions. Parce qu'à un moment, ce sera trop tard et c'est eux qui prendront la décision pour vous. Et donc, dans une négociation de départ, le timing est déterminant. Si plusieurs de ces signaux sont présents, il faut le comprendre. Attendre n'est pas une stratégie. Attendre n'est pas une stratégie, bon sang. Attendre, c'est souvent laisser l'entreprise reprendre l'initiative, c'est devoir subir, et donc, ou être en réaction. Et donc, dans une négociation, celui qui subit le calendrier perd le pouvoir. Donc la première chose, c'est vraiment ça. Auditez votre situation. Ensuite, c'est ouvrir la discussion. Pas n'importe comment, bien sûr. Cette deuxième étape, c'est vraiment réfléchissez à la manière d'aborder le sujet. La plupart des salariés font une erreur classique. En fait, ils vont voir la DRH et disent simplement voilà, en fait, je voudrais une rupture conventionnelle, ou alors je me sens plus bien, j'aimerais partir, ou alors j'aimerais qu'on envisage peut-être quelque chose ensemble. Dans 9 cas sur 10, on l'a vu par Karine Schoeffer, mais c'est logique. La réponse est non. Pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'en fait, c'est la règle. Et c'est non parce que c'est un réflexe. Parce que c'est automatique, c'est pavlovien. Vous devriez démissionner. Point la ligne. C'est comme ça que ça se passe. L'argent, on le garde. Et parce que la question n'est pas seulement quoi dire. La question que vous devez bien sûr vous poser, c'est comment aborder le sujet? Avec qui? À quel moment? Et bien sûr, dans quel rapport de force? Est-ce que c'est avec votre N+1, votre N+2, la DRH, un dirigeant? Voilà, chaque interlocuteur a des intérêts différents. Et dans une négociation de départ, la manière dont vous introduisez le sujet peut ouvrir une discussion ou la fermer définitivement. Troisième et dernière chose, c'est que vous devez préparer votre dossier. Ne venez jamais négocier les mains dans les poches. Une négociation de départ, ça se prépare. Ça se prépare comme un dossier. Tout est prêt. Vous devez être capable de chiffrer votre indemnité cible, de documenter votre situation dans l'entreprise, d'identifier aussi les points d'accroche et de construire un argumentaire clair. Si c'est pas clair, ça marche pas. Si c'est pas pro, ça ne marche pas. Vous ne serez pas crédible. Par exemple, votre ancienneté, votre contribution à l'entreprise, les changements organisationnels, l'impact d'un départ sur l'équipe, ou encore les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Tout cela doit être structuré. Parce que plus votre dossier est solide, plus la négociation devient rationnelle. Et dans une négociation rationnelle, l'entreprise commence à se poser une question simple. Eh bien, est-ce n'est pas le bon moment, là, peut-être, pour, avec Amalric, envisager un départ négocié? Est-ce qu'un départ négocié ne serait pas finalement la meilleure solution pour tout le monde? Donc, vous l'aurez compris, cette histoire de contribution à 40% n'est pas l'information principale. C'est un signal. Le signal que la rupture conventionnelle est désormais dans le viseur. Et la preuve, les négociations de février viennent déjà de produire leurs premiers effets. Pour la première fois, la durée d'indemnisation commence à être réduite. 3 mois de moins, c'est déjà ça. Donc le vrai danger n'est pas seulement le coût pour votre employeur, ce sont vos propres droits qui sont en train d'être renégociés. La période actuelle est une période charnière. Attendre, c'est prendre le risque de se retrouver face à des règles beaucoup moins favorables. Alors ne subissez pas les événements, anticipez-les. Et si vous voulez être accompagné pour préparer votre préparation et votre négociation et la finalisation de votre deal de départ, vous trouverez un lien dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous avec mon équipe, vous pourrez tomber sur moi. Et bien sûr, si vous voulez rester informé sur le changement à venir dans le monde du travail, abonnez-vous à notre chaîne. Parce que dans ce domaine, l'information, c'est le pouvoir. Donc reprenez-le.